J'adore ce cri. Flash Info, Nicolas Sarkozy vient d'être libéré aujourd'hui, lundi 10 à 14h. Et là, on le voit sortir de la prison de la Santé. Bref, 3 semaines, est-ce que vous trouvez que c'était normal ? Après 4 jours de procès, il retourne en prison. Julien P. est un ancien policier de la brigade des mineurs de Marseille. Entre 2014 et 2017, Gérald Darmanin est maire de la ville de Tourcoing dans le Nord. Il est sollicité par une habitante qui souhaite être relogée. Il lui aurait alors répondu par des avances à caractère sexuel. Ce dont on s'est rendu compte, c'est que les gens ignorent la réalité de ce qui se passe à l'intérieur d'une prison. Un client qui a eu la chance effectivement d'être remis en liberté est venu m'expliquer un certain nombre de choses et notamment la violence qui pullule au sein d'un établissement pénitentiaire. Je suis propriétaire et je suis fonctionnaire, alors ta gueule! Bienvenue dans le Point Info de 94 degrés à l'ombre. L'émission diffusée chaque dimanche sur les ondes rennaises dans le but de lutter contre toute réforme d'enfermement. Actualité carcérale, textes, témoignages, discussions politiques. Cette seconde partie met en lumière les violences de la privation de liberté. Participe toi aussi à l'émission en nous contactant par mail au 94 degrés à l'ombre @protonmail.com, par téléphone au 02 99 52 77 66 ou sur la page Facebook de l'émission 94 degrés à l'ombre. Si tu veux te joindre aux luttes anticarcérales, tu es le bienvenu dans les studios de Canal B, tous les dimanches de midi à 14h. Retrouve ce point info sur les plateformes comme Spotify, YouTube, Deezer et bien plus encore. Et écoute l'intégralité de notre émission sur canalb.fr dans laquelle nous diffusons des dédicaces entre des personnes détenues et leurs proches. Bonne écoute à toutes et à tous. Bienvenue à tout le monde qui nous écoute pour ce point info. C'est Oscar qui fait la régie aujourd'hui. Et moi c'est Orman. Et nous avons aussi Bacalé. Donc pour aujourd'hui, pour le point info, on va d'abord parler. Donc normalement cette émission elle est diffusée le 1er mars. Donc ça peut faire. C'est le 1er mars où Kevin Boudou est décédé. Donc on va parler un peu de lui. Penser à sa famille, à ses proches. On va ensuite on va ensuite lire quelques poèmes de Aurélie et ensuite on passera à une interview avec Mathieu Rigous, qui est un sociologue qui parle de la police, des liens avec la prison et l'État et les colonies. Est-ce que vous voulez commencer à parler de Kevin Boudou ? Kevin Boudou, c'est d'ailleurs, on va saluer aussi, moi j'ai une pensée aussi pour sa famille, à Kevin, qui est une famille qu'on a rencontrée ici à Canal B, et notamment en 94 degrés à l'ombre. Pour sa maman, Isabelle. Ouais. Pour Jennifer. Jennifer. Ouais, Jennifer. Et, et Jess. Et aussi. Jess, et peut-être son petit frère. On peut réexpliquer ce qui s'est passé. C'était il y a combien de temps ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous pouvez nous redire ? C'était le 1er mars de l'an dernier. Et il a soi-disant été retrouvé pendu au quartier disciplinaire, mais aussi retrouvé avec des traces de coups sur le torse, notamment du côté gauche, côté cœur, et il était supposé s'être pendu. Or, il n'avait absolument aucune trace de pendaison autour du cou, et ces informations, c'est sa cousine qui me les a montrées en photo. Je n'étais pas seule, il y avait Gas, donc l'ancien animateur, mon amour d'amour Orman, une petite Inès qui est restée longtemps incarcérée avec moi, et Jennifer, donc la proche famille de Kevin, qui nous montrait bien à quel point
le dysfonctionnement est grave et presque illimité parce que leur costume leur donne presque l'immunité diplomatique. Et je ne crois pas en ce suicide. Moi, je pense plutôt qu'il a été exécuté. Après, c'est mon avis. Et je tolère celui des autres. D'ailleurs, en 11 années de prison, j'ai vu plusieurs filles se pendre ou au moins faire des tentatives. Et les bleus que ça laisse autour du cou, sur la nuque, ça ne trompe pas. Donc, comment Kevin Boudou a pu décéder soi-disant pendu, sans aucune marque au cou, alors qu'il avait des hématomes partout sur le corps, comme s'il venait de se battre. Or, il ne pouvait pas venir de se battre, puisqu'il était au QD, il était au quartier disciplinaire, et les seules personnes qui pouvaient croiser, c'était les surveillants. Ouais. Voilà. Et donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais aussi... ouais, c'est juste pour expliquer en fait la tonalité excessive qui va crescendo effectivement dans le monde de la violence et les suicides ou les meurtres qu'on essaye de maquiller. Et c'est pas complotiste de dire ça, c'est d'avoir passé assez longtemps à l'intérieur pour pouvoir comprendre ce qu'on ne fantasme pas, puisque c'est constaté en fait. Oui, et puis même pour rappel, on va sortir des chiffres quand même, parce que ils sont éloquents. Quand on constate en fait que sur l'année 2025, on comptabilise 15 décès rien qu'au CPH de Bézin-le-Coquet, quand même il y a de quoi s'alarmer. Et c'est juste que c'est clairement le plus haut nombre de décès recensés au CPH depuis son ouverture. Voilà. Mais Kevin Boudou, le 1er mars, quand il est parti, le directeur en place, c'était pas Brahimi, c'était qui C'était M. Brahimi à l'époque, le directeur de l'administration pénitentiaire de Bézin-le-Coquet. Il a été limogé ces derniers temps. D'ailleurs, pas pour les raisons qu'on a dépeintes dans toute la presse. Les raisons sont beaucoup plus, polémiques que ça. Hein, c'est pas M. Brahimi qui décide d'une permission de sortie. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le JAP, c'est le juge d'application des peines. C'est une commission. Donc ça peut doucement rigoler quand on connaît un peu les procédures pénales. Et on sait que c'est pas ça la raison. Nous on la connaît. Voilà, elle a été déjà évoquée à l'antenne. Mais voilà, c'est juste qu'il y a eu clairement un phénomène de violence au CPH de Bézin-le-Coquet, des équipes qui ne reculent devant rien et qui ont pris la confiance. Voilà, et j'en ai été victime. C'est des détenus, pardon. Oui, c'est des équipes de surveillants. Oui, c'est des équipes de surveillants arborant très fièrement le drapeau tricolore sur la poitrine, parce qu'ils se prennent pour des soldats. Hein, ils sont clairement entrés en guerre contre les personnes incarcérées. Et moi-même, j'en ai subi des violences. Hein. J'ai pris des claques dans la gueule. Salut à toi, Porky, salut à toi, du con. Vous inquiétez pas, les tribunaux vont vous s'occuper de vous. Et je peux laisser aucune issue de. Ce qui est dommage, c'est qu'un surveillant, dans l'exercice de sa fonction avec son uniforme, c'est un peu comme une maîtresse à l'école qui doit apprendre à des enfants une instruction. Mais dans les écoles, c'est fait avec pédagogie et empathie et tendresse. Et c'est tout ce qui manque à ce monde carcéral. Il pourrait y avoir un vrai travail constructif dans l'élaboration de l'évolution de la personne tout au long des années
je vais pas dire qu'on change vraiment, mais oui, on se transforme un peu, on s'assagit. Et c'est dommage que ça soit pas plus mis à profit dans l'enseignement des équipes encadrantes, qu'elles soient en bleu marine ou en blouse blanche. Ouais, carrément. Ouais. Oui, parce que les blouses blanches aussi, elles font des dingueries. Hein. Ah bah oui, oui. Ça, oui. Ouais. Bah, en général, j'ai l'impression que toutes les personnes qui ont un uniforme, souvent, elles font des dingueries. Non, parce que l'abus de pouvoir, dès qu'on peut, en fait, dès qu'on remet du pouvoir dans les mains de quelqu'un ou d'une équipe, on peut s'attendre à ce qu'il y ait de l'abus. Bah, oui. Et c'est ce qui se passe au CPH de Vézins. Parce que quand on vous refuse les promenades, quand un simple surveillant vous refuse une promenade, ce qui est une réalité, parce que moi, on m'a refusé une promenade, n'est-ce pas, pour qui or que tu n'avais strictement aucun... T'étais pas décisionnaire de savoir si j'allais sortir en promenade ou pas. Toi, ton job, c'est juste de m'ouvrir la porte. Voilà, c'est pas de prendre des décisions. Donc les abus de pouvoir, pour qui, ça aussi, tu vas devoir en répondre devant le tribunal. Et bien sûr, c'est des pas... voilà, il y a plusieurs infractions quand même. Là, tu t'es lâché quand même, voilà. Ouais, voilà, mais ça, c'est que ton cas personnel. Mais imagine combien de cas personnels au sein de prisons surpeuplées. Moi, j'ai eu combien de mamans ou de... Et en adjoignant leur famille. Oui, bien sûr. Moi, j'ai eu combien de proches de détenus décédés au CPH de Bézins-le-Coquet et qu'ils étaient désemparés qu'elles étaient les familles, parce qu'elles savent très bien que les surveillants se défendent les uns les autres. Ça veut dire que voilà, même s'il y a une intervention qui doit être menée sur une cellule et que voilà, les équipes tapent un peu trop fort la personne et que la personne en vient à décéder dans la cellule, et voilà, on accroche le bonhomme et voilà, on se dit voilà, ça s'est passé comme ça. Des cas comme ça. Nous, quand il y avait des cas comme ça, de décès chez les hommes ou chez les femmes pour X raisons, on recevait pas le journal Ouest France. C'est un journal qu'on reçoit en prison tous les jours. D'ailleurs, merci Ouest France. Mais quand il y avait des nouvelles trop proches et trop significatives et sans détour, le journal n'était simplement pas distribué. Tu veux dire parce que Ouest France, c'est un des journaux qui relaie beaucoup les infos en prison. En fait, Ouest France est distribué gratuitement en détention. Ouais. Donc chaque cellule a droit à son Ouest France. Okay. Donc merci Ouest France pour pour ce... pour le relais. Après, ils ont leurs idées aussi à eux. Ils ont aussi j'ai l'impression leur raisonnement, leur fond qui rejoignent pas forcément totalement les nôtres. J'ai l'impression souvent Ouest France s'est tourné de manière à ce que ce soit la parole des pas des taulards, mais justement des gardiens de prison qui relayaient beaucoup, et en fait les taulards on s'en fout quoi. Oui, c'est vrai. Ils relaient la parole des policiers. Voilà, et c'est là un peu la divergence avec d'autres journalistes qui n'ont pas du tout le même raisonnement ni le même fonctionnement pour interviewer entre guillemets, poser des questions et pour se livrer, il faut quand même de la confiance. Ouais. Et ça vient pas en un jour, mais c'est chouette de pouvoir expliquer enfin, après si longtemps d'incarcération, qu'il y a des organismes, des associations, des personnes engagées, bénévoles. Ça veut dire... c'est des gens qui prennent pas un euro sur leur engagement, quoi. C'est comme nous ici à 94 degrés. Mais il y a aussi d'autres radios et d'autres organismes qui œuvrent dans la même direction. Et tout ça, tant qu'on est enfermé, on le sait pas.
Bah, je pense en vrai, il y aurait plein de choses à dire. Mais là, juste, je vois l'heure qui tourne et je me dis qu'on a encore l'interview, donc peut-être qu'on peut passer au sujet suivant. Ouais. En tout cas, grosse pensée à tous les proches. Grosse pensée Kevin aux familles, Boudou. Jennifer, Jessie et Isabelle, sa maman, qui elle aussi est persuadée que Kevin ne s'est pas suicidé. Elle connaît son fils. Et voilà. Ouais. Pensez à vous en tout cas, grosse pensée à vous. On va maintenant lire un petit poème écrit par Aurélie, donc une détenue qui nous écrit souvent. C'est parti, donc c'est des lipogrammes. Et comme on est une radio romantiquement anticarcérale, je vais mettre une petite musique romantique derrière. C'est parti. Aïe aïe aïe. Lipogramme en A. Goutte de pluie, goutte de froid. L'envie de m'éloigner de toi. Triste je suis. Me consoler est une évidence. Serre-moi fort contre toi. Fleurs que je déverse le long de mes joues. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce lipogramme. On m'a pas trop entendu. Et moi, je ne sais pas trop comment on va pense que ça pouvoir... devrait aller. Si tu l'as super bien lu, et Aurélie, je suis fan de ce que tu écris. Ouais, pareillement. Alors, je vais pas te dire que j'aime absolument tout, sans d'ailleurs, distinction. attends, je te coupe la parole. Aurélie, je te promets, ma meuf, ça fait genre 3 semaines qu'elle me prend la tête parce qu'elle me dit je vais absolument lire un poème d'Aurélie, Et Oui, non, mais pas n'importe lequel. Lily, à ta place, tu pourras le lire la prochaine fois. C'est pas n'importe lequel. Mais elle a vraiment kiffé dessus. Et en fait, ça finit par... tu vas reconnaître, mais en gros, ça disait ne me prends pas pour celle que je ne suis pas, ou en tout cas, je n'en ai pas l'air, quelque chose comme ça. Bref, c'est pour la prochaine fois. Je me le réserve. Interdit tout le monde de lire à ma place. Et on te réserve un grand bravo Aurélie. C'était un super coup de génie. Il y en a plein d'autres qui sont chouettes, hein. Mais celui-ci, gros coup de cœur. Celui-ci, c'est des le sien. bisous à tous. On va passer on vous aime. On va passer à l'entretien qui a déjà été préenregistré. Donc c'est Camille et elle qui ont eu un entretien avec Mathieu Rigouste, qui est un sociologue. Donc il va se présenter. On va vous faire passer l'enregistrement. Et nous, on vous souhaite un bon dimanche à tous et à toutes. On espère que vous avez kiffé l'enregistrement. Fuck le Hebs. Je sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter. Fuck le Hebs. Salut. Salut. Bisous. Hey, bonjour. Bonjour, moi c'est Camille, on est samedi, donc un jour avant notre émission. Donc bonjour à tous ceux qui nous écoutent, donc en rediffusé. Pourquoi on est là, dis-moi, ce matin dans les studios de Bon Matin, si tôt? Et aujourd'hui on est avec Mathieu Rigouste qui va peut-être pouvoir se présenter par lui-même et pour parler un peu de son taf et du lien avec la tôle et l'enfermement. Exactement. Salut Mathieu. Salut, ça va? Ça va et toi? Très bien. Ça va, très bien. Cool. Et merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Est-ce que tu souhaites te présenter ou est-ce que tu veux qu'on le fasse? Je sais pas. Non, je vais le faire. Je pense que vous m'avez invité parce que je fais des documentaires et des livres sur le système sécuritaire. D'où et pourquoi je pense d'abord parce que je suis une personne révoltée, en colère et qui a envie qu'on trouve des moyens de changer les choses et que je crois qu'il y a dans l'analyse critique, dans la compréhension de ce à quoi on fait face, des outils pour les luttes. Et du coup, je bosse sur le système sécuritaire, en gros, sur tout ce qui nous empêche de nous libérer. Et donc, en gros, concrètement, ça veut dire que je fais des enquêtes et du coup, je publie des podcasts, des documentaires, des bouquins, je fais des ateliers, je fais des articles, tout ce que je peux sur ce que fait la police dans les quartiers populaires, la transformation de la prison, le régime des frontières, ce que fait l'armée française en Afrique notamment, et puis depuis quelques années aussi un peu de manière un peu plus globale
l'évolution de l'impérialisme, de la guerre contre les peuples, mais bon aussi du coup de tout ce qui résiste du côté des opprimés, de toutes les formes d'auto-organisation, de ruses, de détournements, de contournements, de contre-attaques qui se mettent en place face à tout ça, quoi. Ok. Bah, pour faire un peu historique et pour expliquer pourquoi on t'a invité aujourd'hui, en fait, t'étais passé sur Rennes dans une salle. Je crois que c'était c'est pas Polygone, mais c'était Maison de quartier de Vic-Jean, où tu avais diffusé ton documentaire qui s'appelle Nous sommes des champs de bataille. Est-ce que tu peux nous parler de ce film et expliquer un peu qu'est-ce qu'il raconte, c'est quoi ton travail que tu as mené et combien de temps ça t'a pris, tout ça, quoi? Ouais, d'ailleurs j'en profite. Donc j'ai fait 2 films là, un premier qui s'appelle Un seul héros, le peuple, qui parle de la révolution algérienne et de comment le peuple algérien s'est auto-organisé et a transformé sa résistance en processus révolutionnaire. Et l'autre dont tu parles, ça s'appelle Nous sommes des champs de bataille, et donc les deux ils sont en accès libre sur des sites qui portent le même nom, c'est-à-dire un seul héros le peuple.net et nous sommes des champs de bataille.org, je crois. Enfin bon voilà, on peut les retrouver comme ça. Du coup, que les gens n'hésitent pas à aller les voir et à les faire tourner, à les faire connaître, et s'ils trouvent que c'est bien, à en parler autour d'eux. Et donc, Nous sommes des champs de bataille, là, le dernier. C'est un peu une sorte de carte de l'évolution du business, de la guerre, de la surveillance, du contrôle, de la répression, quoi. En gros, de comment les marchands d'armes, comment les profiteurs de guerre, comment les entreprises qui vivent de la prison, de l'incarcération, de la répression s'organisent, comment elles fonctionnent, et en même temps c'est aussi un documentaire sur les manières d'y résister, et puis qui suit des personnes en lutte, notamment des proches de victimes de violences policières, qui sont des camarades avec qui on essaye de réfléchir un petit peu à tout ça. Et donc le documentaire, en fait, au départ, il me suit en train d'infiltrer un des principaux salons d'armement qui s'appelle Millipol, qui est ils disent le salon mondial de la sécurité intérieure des États. Et donc une sorte de grande foire à toutes les marchandises de guerre, de surveillance, de contrôle, de répression, d'enfermement. Et où du coup moi j'ai réussi à me faire accréditer pour y entrer, et puis après je laisse entendre à mes interlocuteurs que je suis un peu une sorte de journaliste défense et sécurité un peu dans leur monde, quoi, pour les amener petit à petit donc je fais des entretiens avec des industriels de la défense et de la sécurité, avec des commerciaux, etc., pour les amener à raconter un peu comment ça se passe, ce business là, comment ils inventent des nouvelles marchandises, comment ils les testent sur les peuples, et comment chaque en fait opération de répression, chaque guerre à Gaza, au Soudan, au Congo et ou à l'intérieur dans les quartiers, comment tout ça sert aussi de vitrine pour valoriser ces marchandises et pour du coup les vendre au niveau international, quoi. Voilà à peu près. Ok, wow. Et du coup, si je comprends bien, ce salon d'armement dont tu parlais, c'est, comme tu disais, un peu une espèce de vitrine de la part des États. Ok, hyper intéressant. Et oui. Non, mais je peux rebondir comme ça, on peut aussi aborder. Moi, je voulais aussi te parler peut-être de ton sujet de thèse, qui était du coup, je crois, l'ennemi intérieur, la généalogie coloniale et militaire de l'ordre sécuritaire dans la France contemporaine. Waouh, si des grands mots. Un peu ce que c'est, mais aussi, moi, je me disais peut-être faire le lien entre du coup la création d'un ennemi intérieur et comment ça peut renforcer du coup cet ordre sécuritaire et le besoin de prison entre guillemets qui peut se créer à partir de ça. Je sais pas si toi tu vois un lien, puis peut-être aussi qu'on puisse redéfinir un peu de quoi on parle. Ouais, t'as dit plein de grands mots, moi ça m'a perdu. Il y a plein de liens entre la prison, l'État et la manière de représenter un ennemi intérieur. Je pense déjà on peut le voir sur le temps long, c'est-à-dire que dans toutes les sociétés inégalitaires, en général il y a la formation d'un État, d'un pouvoir centralisé, du coup qui se présente comme une structure qui viendrait protéger les gens, mais qui en fait est plutôt un système de capture d'une population pour la tenir, pour l'exploiter, pour lui prendre l'impôt, et puis pour des fois l'envoyer à la guerre, etc., quoi. Et donc en fait en anthropologie, sur le temps
temps long, on repère que partout où il y a eu des sociétés inégalitaires, en général, il y a eu la formation d'un État, et en général, il y a eu la formation de police et de prison. Mais ça dépend des époques, quoi. En tout cas, de systèmes d'enfermement et de systèmes de contrôle, de surveillance et de répression. Et avec l'arrivée de l'État-nation moderne, qui est lié au capitalisme entre le 15e et 17e siècle, on a justement aussi l'arrivée de la prison moderne. Et ce que j'essaie de montrer moi, dans mes travaux, mais ça c'est plutôt dans un bouquin qui est sorti cette année, qui s'appelle La guerre globale contre les peuples, c'est qu'en fait la police, la prison, la surveillance, la répression, etc. Sont conçus, développés en permanence à travers des allers-retours entre les périphéries coloniales et les métropoles. Que, en gros, le pouvoir expérimente, teste, normalise ces manières de contrôler, de réprimer, d'encadrer la population dans les colonies, et ensuite ramène ces systèmes-là à l'intérieur du territoire national pour les appliquer aux classes populaires, et donc en général aux plus pauvres, et donc par exemple dans les quartiers populaires, mais bon, voilà, ça peut être aussi à la paysannerie ou au mouvement ouvrier, ça dépend des époques. Et la thèse dont tu parles, donc ça c'était à la fin de mes études, ça remonte à quand même il y a une vingtaine d'années, et en fait, un peu comme pour Millipol, je me suis donné les moyens je suis pas rentré en douce, je suis rentré légalement, mais j'ai trouvé un moyen d'accéder à des archives de l'armée française à l'intérieur de l'école militaire, qui est un peu l'espèce de Pentagone français, quoi. Et donc d'ailleurs c'était un peu intéressant parce que comme pour Millipol, en fait, ça montre que les systèmes de pouvoir, ils sont pas absolus, quoi. Ils prétendent tout contrôler, tout prévoir, fonctionner parfaitement, et en fait il y a des failles partout, quoi. Et donc ça, faut bien qu'on ait toujours ça en tête. Faut pas qu'on croie à leurs grands récits selon lesquels ils seraient tout puissants. Et nous, il faut bien savoir que quand on garde la détermination d'essayer de passer, de ruser, de contourner, on finit par trouver des choses, quoi. Ou en tout cas on a raison de chercher, quoi. Et donc j'ai trouvé un moyen d'y accéder. J'avais passé 2 ans et demi dans leurs archives qui remontaient pendant une 50aine d'années sur en fait la manière dont l'armée française forme ce qu'ils appellent les hauts cadres de la nation, donc en gros les élites, à ce qu'ils appellent la pensée de défense, quoi. Et donc la pensée de défense, en gros, c'est un peu la propagande sur les questions militaires. En gros, qu'est-ce qui menace la France, qu'est-ce qui menace l'Occident, qu'est-ce qui menace la civilisation occidentale, etc. Et du coup, ça permettait de voir l'évolution de ça, de qu'est-ce que l'armée pense qu'il faut dire aux élites sur qui sont les ennemis extérieurs et intérieurs. Et donc on voyait bien, ça permettait de faire le lien entre depuis, en gros, la Deuxième Guerre mondiale, mais surtout depuis les guerres coloniales en Indochine et en Algérie, jusqu'à aujourd'hui. Donc à l'époque, moi je travaillais entre 2005 et 2007-2008, et donc par exemple de voir comment aussi l'armée s'intéressait aux quartiers populaires, aux révoltes dans les quartiers. Il y avait eu les émeutes de 2005 notamment, mais bon, en fait il y avait des révoltes tout le temps, et comme il y a des révoltes en prison assez régulièrement, et de voir que en fait cette institution-là dans l'armée, elle nous permettait de bien observer la manière dont les techniques de guerre coloniale qui avaient été inventées, notamment en Indochine et en Algérie, en fait elles servaient de mal à outils, dans lequel le pouvoir allait puiser des idées, des outils, des techniques à chaque fois qu'il était confronté à des résistances qu'il n'arrivait pas à gérer à l'intérieur du territoire. Et donc en gros, moi j'ai grandi en banlieue parisienne, nous pendant les révoltes en 2005, on le sentait, ce truc là, on voyait qu'ils étaient en train de nous mener une sorte de guerre coloniale à l'intérieur, quoi. Déjà il y avait plein de gens qui disaient ouais, on est des sortes de colonies intérieures, et ça se voyait que les flics étaient dans une forme de guerre contre nous, quoi. Et on le sentait, mais on n'avait pas de preuve de ça, quoi. Et là en fait on voyait dans les archives que effectivement, alors c'était pas la même chose que la bataille d'Alger ou que la guerre d'Algérie, mais qu'il y avait une inspiration, qu'en gros il y avait dans les techniques policières de surveillance et de répression des quartiers, il y avait une grille de lecture, une manière de voir les choses, une manière de les organiser qui était profondément influencée par la manière dont l'État avait fait la guerre contre la révolution algérienne et contre les mouvements anticolonialistes. Et donc une des manières de faire le lien entre tout ça, c'est ces figures de l'ennemi intérieur,
C'est qu'en gros, par exemple, dans les années 30, avec la montée du fascisme, le pouvoir nous disait l'ennemi intérieur, c'est le judéo-bolchevique. Donc c'était en gros de dire, ouais, en fait, la société occidentale, elle est menacée par l'alliance des communistes et des juifs. Et donc ça permettait d'allier l'extrême droite et la bourgeoisie et les réseaux militaro-policiers tous ensemble, en gros contre les révolutionnaires et contre les classes populaires. Et puis dans les guerres coloniales en Indochine et en Algérie, on retrouve une figure qui a un peu un double visage comme ça, et qui est en gros le colonisé ou le musulman pour l'Algérie, manipulé encore une fois par les communistes, puisque ce qu'ils racontait l'armée française à cette époque-là, c'était que ça pouvait pas être une lutte de libération contre le colonialisme, parce que les colonisés seraient pas arrivés encore à un âge de maturité pour pouvoir vivre sans les colons, etc., mais qu'en fait ils étaient manipulés par l'URSS, par le bloc soviétique. Et puis en fait on retrouve au moment où je faisais ces recherches là, début des années 2000, on avait déjà une figure un petit peu de l'islamo-gauchiste, qui est encore une fois le musulman, le non blanc, l'habitant des quartiers populaires, qui serait allié avec l'extrême gauche, qui serait manipulé par l'extrême gauche, et ensemble cela constituerait la menace absolue contre la civilisation occidentale, etc. Bon, et après c'est un peu marrant parce que en fait effectivement dans les résistances des quartiers populaires et dans les mouvements révolutionnaires, il y a quelque chose qui menace le système en place, mais eux ils le dépeignent un peu comme une sorte de virus, un truc qu'il faudrait traiter avec des menaces absolument radicales pour s'en débarrasser, Et du coup, tu parlais des colonies françaises comme terrain d'expérimentation et des prisons notamment. J'ai l'impression que tu as un peu abordé ce sujet. Est-ce que pour toi, il y a une différence de traitement entre les prisons des colonies françaises et les prisons françaises? Est-ce que t'as fait sur ce sujet-là ou pas? Ouais, là dans le bouquin dont je vous parlais tout à l'heure, La guerre globale contre les peuples, c'est des trucs que j'ai creusé un peu plus, parce que en fait, l'histoire critique de la prison, elle s'est beaucoup intéressée aux prisons dans les métropoles et assez peu aux prisons coloniales. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que dans les grandes puissances, donc, par exemple en Grande-Bretagne, aux États-Unis, en France, en Occident en général, on a depuis quelques décennies la prison qui fonctionne comme un système racial, comme un système d'écrasement des classes populaires, mais des strates racisées des classes populaires, très clairement des Noirs et des Arabes pauvres, en tout cas issus de la classe ouvrière, Et et c'est très clair dans l'immense majorité des pays occidentaux où les personnes qui sont surveillées, harcelées par la police et donc qui très jeunes subissent les premières gardes à vue, puis la justice, puis la prison, et qui vont faire des allers-retours en prison, sont issus en général soit de l'immigration postcoloniale, soit très simplement sont pas blancs, et que donc c'est un système racial en plus d'être un système de classe, c'est-à-dire que ça sert à maintenir l'ordre capitaliste, mais aussi ce que moi j'appelle le socio-apartheid, et en fait ce système-là, il a une histoire avant de se généraliser à l'intérieur des puissances occidentales. En fait, c'est déjà la normalité dans les colonies. Et il se passe un petit peu la même chose dans différents domaines. Je parle de boomerang impérial, c'est-à-dire que les puissances, les grandes puissances envoient dans les colonies des techniques de gouvernement, des manières de faire du profit, des manières de dominer, etc. Là, elles y expérimentent des nouvelles choses. Donc, par exemple, la prison coloniale, mais aussi des nouvelles formes de police. Par exemple, le fait que la BAC, etc., des différentes polices dans les quartiers populaires se comportent comme ça, c'est aussi parce qu'elles ont une histoire coloniale derrière elles, et qui étaient justement les histoires des milices coloniales, de chasse, de capture, alors à la fois aux esclaves en fuite, mais aussi dans les colonies de répression des colonisés. Et donc dans les colonies s'expérimentent des formes de police, de surveillance, de prison. Et donc la forme de la prison coloniale, c'est déjà, et à toutes les époques, un système d'incarcération raciale de masse,
administratif et arbitraire, dans lequel en fait il n'y a quasiment pas l'intervention de juges, où c'est des juges administratifs, et puis en fait où le pouvoir n'est pas vraiment séparé entre le militaire et le policier, le temps de paix, le temps de guerre sont pas vraiment séparés, c'est un petit peu gouverner les colonisés d'une certaine manière, c'est un peu utiliser une forme de guerre contre le peuple en permanence, dans lequel à la fois on utilise les formes de la guerre avec des armes de guerre, mais aussi la prison comme un système de gouvernement. Et en fait, c'est ce qui se passe à l'intérieur des métropoles occidentales depuis une vingtaine, trentaine d'années, ça dépend des pays, une quarantaine, cinquantaine d'années pour les États-Unis, où en fait, la prison et la police sont des dispositifs de guerre contre les quartiers populaires et contre les mouvements de libération. Et donc en fait, ce qu'on voit, c'est que c'est ce qui était la normalité dans la périphérie coloniale, ce qui était la normalité du fonctionnement du système dans les colonies, en fait a été réimporté à l'intérieur des centres impérialistes dans les quartiers populaires. Et donc on voit bien qu'il y a un lien, ça ne fonctionne pas exactement de la même manière, mais il y a un lien très clair, et qui est le fait que justement il y a une gestion coloniale des quartiers populaires. Et je suis assez d'accord avec ça, moi je rebondis là-dessus. Pour moi, la prison, elle s'arrête pas du tout que entre les murs de la prison, et la prison elle peut être à la fois administrative, comme on l'a vu par exemple avec l'emprisonnement des voyageurs post-45. Donc c'est-à-dire qu'après la Seconde Guerre mondiale, les voyageurs étaient encore cantonnés dans leur camp de voyage, et c'est encore le cas aujourd'hui, avec des obligations administratives à remplir. Toi, est-ce que tu as travaillé du coup là-dessus, pas forcément sur les voyageurs, mais genre je veux dire sur l'emprisonnement des peuples, mais au quotidien en fait, avec la présence de la police en quartier, tout ça? C'est pas spécifiquement que j'ai travaillé dessus, en fait, c'est dans les luttes où on y est confronté en permanence, parce que par exemple dans les luttes contre les violences d'État et contre les violences policières, en fait régulièrement on est en contact avec des familles qui ont perdu quelqu'un en prison, et que en fait on voit bien le système d'impunité est quasiment le même, c'est-à-dire que la justice et les médias et la classe politique reproduisent le discours des policiers ou des matons, et qui visent à criminaliser la personne qui a été tuée, et où en fait dès qu'on creuse un peu on se rend compte que en fait c'est des mises à mort, quoi. Soit c'est du laisser mourir, parce qu'il y a effectivement des vrais suicides en prison, mais c'est la prison qui produit ça, et il y a des mises à mort, beaucoup au mitard, mais pas que, et qui sont dissimulées, etc. Et du coup j'en connais certains aspects par les luttes plus que par du travail de recherche, et puis d'autres aspects je les connais parce que ayant grandi en banlieue parisienne et maintenant habitant dans un quartier populaire à Toulouse, en fait on est confronté à ça en permanence. En fait, je veux dire, la plupart des familles ont un lien avec la prison, c'est-à-dire soit un fils, un frère, un oncle, un cousin. Je dis c'est principalement des mecs, mais ça touche les femmes aussi, mais de toute façon et puis ça touche les femmes aussi dans les familles, parce qu'en fait c'est aussi elles qui gèrent les conséquences de tout ça. Mais je dis ça dans le sens que c'est quelque chose qui est absolument pas marginal. C'est une machine qui vient frapper les corps, les vies et les communautés en tant que telles, quoi, et qui sert véritablement. Alors eux ils nous disent que c'est pour maintenir l'ordre, mais c'est pour maintenir un ordre. Ils disent maintenir l'ordre public, mais c'est pour maintenir un ordre social inégalitaire. C'est-à-dire ça vient vraiment frapper les corps, les vies et les communautés pour maintenir l'ensemble de la société. Et alors moi ce que j'essaie d'expliquer, c'est que ça fonctionne comme ça parce que cette société-là, elle est notamment organisée autour d'un système de ségrégation. C'est-à-dire le capitalisme fonctionnerait pas de cette manière-là s'il n'utilisait pas le racisme, la ségrégation, les discriminations aussi comme un système qui permet d'exploiter à différentes vitesses, d'exploiter encore plus, de tirer encore plus de profit du travail et de la précarisation des habitants des quartiers populaires, mais aussi d'un système de droit qui fonctionne à plusieurs vitesses, c'est-à-dire il y a des droits pour les uns, il n'y a pas de droit pour les autres, au même titre que le régime colonial, quoi. Et que du coup les morts en prison sont absolument pas des bavures, au même titre que les violences policières, mais sont plutôt le fonctionnement normal
et je dis normal au sens de organisé, quoi, le fonctionnement organisé du système, et c'est pour ça que ça ne change pas, et même plutôt que ça s'aggrave, alors qu'il y a des luttes en prison et à l'extérieur contre les violences carcérales et contre les violences policières. Et malgré le fait que les luttes s'organisent de plus en plus, se construisent, les institutions et les classes dominantes continuent à radicaliser, à renforcer ces machines-là, parce que justement elles servent à reproduire le système. Et donc c'est absolument pas des erreurs, c'est pas des dysfonctionnements, les meurtres de la prison et de la police, c'est des techniques de gouvernement des pauvres. Ok, merci beaucoup. Si vous venez de débarquer, on est à radio, l'émission de radio 94 degrés à Gombre. Vous êtes toujours à l'écoute de Canal B. Alors là, on est sur un rediffusé du coup, parce qu'on est venu tourner un jour avant pour interviewer Mathieu Rigouste. D'ailleurs, merci d'être venu encore une fois. Merci de m'accueillir. Et donc, je sais pas comment vous vous sentez. Est-ce que vous voulez qu'on fasse une pause? Est-ce que vous voulez qu'on continue comme ça? Est-ce que tu avais des questions qui te venaient? Moi, je vais te proposer peut-être, du coup, après tout ça, de voir comment tu positionnes ton travail dans, du coup, cette lutte contre la guerre globale, contre les peuples que tu mènes, et comment tu te positionnes, du coup, en tant que, du coup, je crois que tu dis chercheur depuis les luttes, pour les luttes. Même pas, moi je me dis même pas chercheur engagé, moi je dis plutôt je suis une personne qui participe aux luttes, quoi. Je suis un militant qui fait de la recherche, quoi. Mais comme plein d'autres gens, en fait, je veux dire, quand tu te confrontes à quoi que ce soit, t'es en train déjà de faire de la recherche, hein, quand t'es au travail en train de te faire exploiter et que tu cherches des manières de trouver du droit syndical, d'organiser une grève, quand t'es je sais pas, quand tu veux ouvrir un squat et que tu dois rentrer dans une maison et que tu dois trouver des manières de rentrer dedans, t'es déjà en train de faire de la recherche, de l'enquête. Du coup, moi je pense que ça, c'est assez large et que tout le monde fait ça d'une manière ou d'une autre, quoi. Juste moi je le fais sur les institutions qui nous empêchent de nous libérer, donc je le fais sur la police, sur la prison, sur l'armée, sur les systèmes de surveillance, et puis aussi du coup plus généralement sur les classes dominantes, quoi. Et moi je vois ça comme des outils, quoi, des outils pour les luttes, en se disant que si on comprend mieux comment fonctionnent les rouages, on est mieux outillé pour aller glisser des grains de sable dedans, voire mettre des grands coups de marteau aux endroits où il faut, quoi. Et voilà, et après à mon niveau, je participe aux luttes comme je peux, quoi. Dans les réseaux de lutte contre les violences d'État, mais aussi dans différentes luttes contre les guerres coloniales, contre l'impérialisme, où on essaye d'être un peu moins impuissant que ce qu'on est, et c'est pas facile, hein, mais de toute façon il n'y a que les luttes qui payent, et en vérité on le voit, ça paye pas cher, mais il y a rarement des grandes victoires, mais par contre il y a des victoires d'étape, il y a des victoires partielles. Et des fois justement elles sont aussi dans le chemin qu'on emprunte, quoi. Je veux dire, dans les luttes contre les violences policières par exemple, et carcérales, en fait on a l'impression que les victoires c'est dans la manière dont on se rencontre, en fait, entre les différents opprimés, exploités, dominés, qui subissent à des échelles différentes ces institutions là. En fait, quand tu te rends compte que tu captes que t'as des ennemis communs, que t'as des intérêts communs, et que tu commences à inventer à travers des formes de solidarité, d'entraide, aussi d'autres manières de vivre ensemble, d'autres manières de s'organiser, en fait t'es déjà en train de déplacer des choses, quoi. T'es déjà en train d'inventer des manières de faire une société différente, et le fond de tout ça, moi, mes travaux et les luttes auxquelles je participe en permanence, ils me renvoient à ce truc là, qu'en fait il faut qu'on lutte de partout pour limiter la casse et pour arracher tout ce qu'on peut, de sorte de protéger les vies, les corps des opprimés, mais que en vérité
n'y a pas de changement parce que le seul moyen d'avoir un changement réel et profond, c'est un changement complet de société, et que ça, du coup, ça veut dire construire un mouvement révolutionnaire qui soit capable à la fois de renverser cette société, mais du coup de proposer une autre société, c'est-à-dire qui soit aussi capable de régler la question de comment on se loge gratuitement, comment on mange correctement et gratuitement, comment on se soigne, comment on se protège, comment on se défend, sans chef, sans patron, sans dominant, etc., dans une égalité réelle, quoi. Et en fait, ces choses-là, elles s'inventent aussi sur le chemin des luttes au quotidien, quoi. Je suis assez d'accord avec ça. Pour moi, le premier ingrédient d'une révolution qui marche, c'est faire manger les gens. sans cantine, sans repas, on peut pas mener une lutte. Et je trouvais ça... c'était un prof, big up à lui d'ailleurs s'il m'écoute, qui m'avait parlé de ça. Et je trouve que ça matérialise bien le fait que souvent on se concentre beaucoup sur l'action directe, on se concentre beaucoup sur tiens, on va faire telle action contre le gouvernement aujourd'hui, mais la révolution, tout ce qui est lutte et tout, ça se matérialise aussi au quotidien, comment on s'organise entre nous, comment on fait en sorte de subsister, comment on met nos ressources en commun, et voilà quoi. Moi je voulais aussi reparler, en gros la semaine dernière on a fait une émission sur ICE, qui est la milice fasciste et je sais pas si on pourrait dire ségrégationniste de Trump, et du coup nous notre grille d'analyse et comment on a essayé de se renseigner sur le sujet, c'est qu'on est parti du fait que les Black Panthers sont en train de se reformer actuellement aux États-Unis, notamment pour justement essayer de mener une lutte armée, et aussi par le fait d'offrir à manger, d'offrir des meilleures conditions de vie aux citoyens afro-américains. Et moi je voulais savoir est-ce que tu t'étais renseigné par rapport à ça, et est-ce que pour toi ce genre de milices peuvent arriver en France, parce que souvent on prend l'Amérique comme exemple dystopique en mode non mais ça c'est Trump et ça nous arrivera jamais là-bas parce que là-bas c'est le fascisme et le capitalisme à outrance. Et est-ce que tu penses qu'on a juste 10 ans de retard, ou est-ce que tu penses qu'il y a vraiment une différence entre ces moyens d'opprimer les peuples et notamment afro-américains? Ouais, alors je suis ce qui se passe là-bas, quoi. Et effectivement, dans les techniques de surveillance, de répression, d'écrasement des quartiers pauvres aux États-Unis, il y a des formes qui sont très proches de ce qui se passe en France, et qui effectivement des fois arrivent en France 10 ans plus tard, alors souvent sous des formes un peu différentes, etc., quoi. Mais il y a des choses qui sont très proches. Sur les nouvelles Black Panthers, il y a aussi un débat aux États-Unis. Enfin, il y a aussi plein d'anciens Black Panthers qui disent attendez, vous emballez pas, c'est pas parce qu'ils s'appellent les nouvelles Black Panthers que c'est la même chose, quoi. Même s'il y a des gestes qui se rejouent, mais c'est plus largement que ces unités-là. Je pense que ça, c'est pas on comprend pas bien si on les appelle des milices, mais des groupes d'autodéfense, quoi. En fait, il y a plein de formes d'autodéfense là qui se réorganisent, et notamment depuis le mouvement Black Lives Matter, mais en fait qui n'ont jamais cessé vraiment d'exister depuis les années 60-70, depuis les Black Panthers et les Young Lords. Les Young Lords, c'était l'équivalent des Black Panthers partis pour les portoricains. Et donc là plus largement dans les luttes contre ICE, il y a plein de nouvelles formes d'autodéfense populaire qui puisent dans ces répertoires-là, et du coup ça a l'air très massif, notamment dans quelques grandes villes où d'abord à partir de la surveillance des milices ICE se réorganisent plein de choses, donc comme ce dont on parlait là juste avant, c'est-à-dire des cantines, des manières de s'auto-organiser dans les quartiers, de s'entraider, et ça donne pas mal d'espoir. Il y a aussi les plus grosses manifestations de l'histoire récente là qu'on lieu en ce moment, avec des dizaines de milliers de personnes qui sortent dans les rues pour s'opposer directement aux milices. Il y a eu plusieurs endroits, plusieurs moments où ICE et la police fédérale ont été dégagés, quoi.
Donc c'est vraiment, il y a quelque chose qui est à la fois d'ordre insurrectionnel, et de l'autre côté il y a vraiment un gros travail d'auto-organisation par en bas qui porte ses fruits, parce que du coup c'est des centaines voire des milliers de gens qui en s'organisant contre ces milices-là en viennent à rediscuter de comment on gère soi-même le quartier, comment on gère la protection des nôtres, et donc comment on gère le logement, l'alimentation, le soin, les prises de décision ensemble, etc. Et c'est porteur d'espoir, même si ça va effectivement avec une séquence de néofascisation dans laquelle la France est prise très clairement aussi. Et du coup, oui, on aurait sans doute raison de regarder bien ce qui se passe là-bas et de s'en inspirer ici. Mais je veux dire, il y a des pratiques d'auto-organisation dans les quartiers populaires en France aussi, qui sont différentes à toutes les époques, et qui elles aussi continuent à se structurer, à s'organiser, pas de la même manière, mais il faudrait pas faire comme s'il se passait rien en France. En fait, il se passe énormément de choses, il y a des résistances collectives continues, et il s'agit de leur donner de la force, quoi. Ok, merci Mathieu. Merci à vous. Et ok, est-ce qu'on pourrait pas se dire un petit mot pour la fin, parce que là je vois qu'on approche des 30 minutes. Un petit message d'espoir peut-être pour nos luttes, et je sais pas, un message d'encouragement à toutes les personnes qui luttent au quotidien, et que ce soit pour leurs droits ou pour plein de choses. Ouais, clairement, se redire ça, quoi. Il y a de la lutte partout, il y a de la lutte dans les tôles, dans toutes les tôles, il y a de la lutte dans le monde du travail, il y a de la lutte dans les quartiers, il y a de la lutte dans les périphéries coloniales. En ce moment, il y a des soulèvements populaires partout. En Iran, il y a des résistances au Soudan, la résistance palestinienne qui tient. On se le disait par rapport aux milices ICE aux États-Unis, il y a des mouvements populaires les plus et les révoltes les plus fortes depuis très longtemps. Il y a des luttes partout. Il faut qu'on arrive à faire les liens entre tout ça, quoi. Et sur la question de la prison, très clairement, c'est l'isolement, c'est l'invisibilisation qui fait en sorte de cacher, de masquer les résistances quotidiennes des prisonnières et des prisonniers. Les gens qui s'y intéressent, on le sait très bien, que en fait, comme dans les quartiers, il y a de la résistance partout, tout le temps, parce que c'est de l'ordre de la survie. Survivre en tôle, comme survivre dans les quartiers, comme survivre à l'exil, enfin, en tout cas aux politiques anti-migratoires, c'est se battre en permanence. Voilà, à nous de trouver les moyens de faire les ponts, de construire de la solidarité entre toutes ces forces-là, et ça veut dire des choses très concrètes, hein. Ça veut dire des thunes, des lieux, des réseaux d'avocats, des contre-médias comme des émissions de radio, et puis de l'auto-organisation collective concrète, c'est-à-dire des manières d'empêcher le fonctionnement de ces institutions-là, et puis sur la base du fait qu'on libère pas les autres, et on se libère pas tout seul, mais on se libère ensemble. Puis même pour vous qui nous écoutez, si vous êtes en prison ou je sais pas, en tout cas enfermé, je pense qu'on vous apprend rien, mais il y a grave des moyens de lutter. Nous, ce qu'on nous rapporte souvent, c'est que les grèves de la faim, ça marche très bien, par exemple. Le rapport de force avec les matons, voilà, il y a... Faire de la solidarité entre taulards, taulardes. Je crois qu'on t'entend pas bien. C'est pas grave. Attends, vas-y, reparle. Et puis faire la solidarité entre les taulards, taulardes, mais ça c'est ce que pouvaient dire d'autres personnes de l'émission qui venaient des fois et qui racontaient un peu leur expérience face aux matons et au réseau d'entraide qu'ils pouvaient créer en tôle aussi, et que du coup on puisse faire ça à l'intérieur et à l'extérieur des tôles pour continuer à lutter et survivre ensemble contre tout ce système-là. Et je pense que du coup on peut peut-être se dire au revoir, et puis Mathieu, oui. Si tu veux nous redire un peu où est-ce qu'on peut suivre ton taf, c'est quoi tes derniers travaux, etc. quoi. Tu peux mettre mon nom sur internet, tu trouves pas mal de trucs, parce que du coup je fais aussi pas mal d'entretiens vidéo, tu vois, qui permettent d'avoir accès au contenu. Sinon, les bouquins, il y a moyen de se les faire envoyer. Les gens, s'ils veulent, en écrivant en maison d'édition, en disant qu'on est en tôle, en général, les maisons d'édition envoient, en tout cas par exemple pour La Fabrique et pour Premier Matin de Novembre édition, je sais qu'ils envoient gratuitement les ouvrages aux prisonnières, aux prisonniers qui les demandent. Et puis, moi je participe à un réseau qui s'appelle Enquête Critique, vous pouvez aller voir le site aussi, où on mène des enquêtes depuis les luttes et pour les luttes. Donc voilà. Et les films dont je vous parlais, vous les retrouvez sur des sites qui portent le même nom, nous sommes des champs de bataille.org, un seul héros le peuple.net, et voilà, et force à tout le monde, on avance ensemble. Exactement. Merci beaucoup pour cette émission.
Moi, je nous ai préparé un petit son de fin pour décompresser et puis pour reprendre, pour laisser la presse au direct et reprendre l'émission du coup de demain parce qu'on est samedi. On enregistre en rediffusé, on dit comme ça. Différé, bon bref, un truc comme ça. Voilà. Merci Mathieu Rigouste d'être venu aujourd'hui en ce samedi matin si tôt. Et puis on te souhaite un bon voyage parce que je crois que tu vas sur Paris. Ouais, je vais à Paname. Allez. Vas-y, merci à vous pour l'accueil. Merci beaucoup. Allez, musique. Un samedi très moche. Absolument, gris, humide presque partout, une nouvelle perturbation. Une opération antiterroriste assez inhabituelle puisqu'elle vise l'ultra-gauche. 9. S'ils ont été arrêtés cette semaine, c'est en effet parce qu'ils auraient évoqué un projet d'attentat. Leur prudence. Parlons clairement, ces activistes sont-ils susceptibles de faire des victimes, des blessés, voire des morts? Eh bien en tout cas, c'est ce qu'affirme le renseignement intérieur, notamment la DGSI, qui le font largement savoir. L'expression de terrorisme d'extrême gauche, parfois employée, est-ce que c'est exagéré? Clairement, désormais, oui, et c'est le résultat d'une enquête qui permettra de dire si ça a été orchestré à un haut niveau. Elle est partout, c'est la patte patrouille, la loi et l'ordre, c'est son affaire. Ça renifle et puis ça fouille, elle sait mieux que toi ce que tu vas faire. Inculpé au conditionnel, puis condamné en conditionnel. Ouais, les preuves sont optionnelles et la torture intentionnelle. De la terreur pour le vendeur, tant pis si ça sent l'arnaque. Il faut faire peur à l'électeur sans les erreurs faites à tarmac. Dirigé et gouverné par le soupçon et l'isolement. Tout ce qu'ils font pour nous berner, ça n'a vraiment rien d'innocent. 8-12 dans le crâne, drogue douce, crame le gramme. 13-12 cryptogramme, 8-12 qui programme. Dis-moi qui terrorise qui depuis ce matin du 8-12. Où leur boîte cassère des portes à Rennes, à Paris et Toulouse. 8-12 dans le crâne, drogue douce, crame le gramme. 13-12 cryptogramme, 8-12 qui programme. 8-12 dans le crâne, drogue douce, crame le gramme. 13-12 cryptogramme, 8-12 qui programme. Vas-y dis-moi qui terrorise qui avec sa magistrature. Ouais c'est maton et ses espions, ses PV, ses filatures. Évidemment c'est rhétorique, c'est juste un autre gouvernement. Et sa police politique qui nous gouverne et puis nous ment. Des guerres secrètes d'infiltration, ils ont le don de préconition. Y'a des micros dans le salon, dans le jardin et le camion. Une nation sans ennemis, elle perd toute sa raison d'être. Comme quand tu désobéis à tout ce qu'a ordonné le maître. Des keufs avec des bureaucrates nous font la guerre et tendent la main. Ils votent des lois, c'est scélérate, c'est ça le pacte républicain. Dis-moi qu'est-ce qu'il veut le chef? Et ils veulent à ces années. C'est dans ces moments-là que t'es content d'avoir des amis. 8-12 dans le crâne, drogue douce, crame le gramme. 13-12 cryptogramme, 8-12 qui programme. Dis-moi qui terrorise qui depuis ce matin du 8-12. Où leur boîte cassère des portes à Rennes, à Paris et Toulouse. 8-12 dans le crâne, drogue douce, crame le gramme. 13-12 cryptogramme, 8-12 qui programme. 8-12 dans le crâne, drogue douce, crame le gramme. 13-12 cryptogramme, 8-12 qui programme. 8-12 dans le crâne, drogue douce, crame le gramme. 13-12 cryptogramme, 8-12 qui programme. Nous sommes en capacité de détecter des individus qui sont inconnus à partir de leur comportement. Qu'est-ce que ça veut dire leur comportement? Il faut être concret. Ça veut dire à partir des contacts qu'ils vont pouvoir avoir en utilisant d'autres techniques de renseignement qui sont certes plus intrusives. Ça peut être des écoutes, ça peut être effectivement l'accès au contenu informatique. Dès qu'il y a une opposition par le terrorisme, on a une affaire avec des gens qui se connaissent pas, ils n'ont pas de projet, on dit que c'est des terreaux, et ils ont validé. Bon, là on voulait dissoudre tel groupe. Ah mince, c'est compliqué de dissoudre, ça marche pas. On s'en fout, il faut dire que c'est des terreaux. Ils se connaissent pas tous, ils ont pas de projet, mais ils nous gênent. Cette définition très vague permet en fait à l'État de choisir lui-même, sans prendre en compte les actes, qui est terreau. Et pour nous, évidemment, c'est une technique d'avenir. Sur l'instant, jugement ridicule de justifier une politique, et donc il y a une volonté de criminaliser toute protestation sociale. Menace de à gauche.